Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui se met en mode Game of Thrones pour ces fêtes de fin d'année, justement pour préparer aussi peut-être le préquel qui doit sortir en 2022, House of the Dragon. On a décidé dans le podcast de reprendre avec tous les grands spécialistes francophones de la série des émissions thématiques pour vous présenter plus en détail la série elle-même et peut-être vous donner envie d'aller vous replonger sur les 8 saisons disponibles, notamment toujours sur la plateforme OCS. Alors aujourd'hui, je reçois Nicolas Allard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, donc je vous présente, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres. Vous enseignez à la littérature et la philosophie en classe préparatoire littéraire et scientifique. Vous êtes également essayiste, donc spécialiste de pop culture. Vos recherches portent sur les littératures de l'imaginaire et la question de la transmédialité. Vous êtes l'auteur d'essais, notamment sur Star Wars, un récit devenu légende paru chez Armand Collin en 2017. Et puis, vous avez sorti aussi un livre, un essai sur Game of Thrones intitulé L'univers impitoyable de Game of Thrones, paru en 2018 chez Armand Collin. Et puis, plus récemment, vous avez travaillé sur Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction chez Duno en 2020. Et puis, en 2021, vous venez de sortir un ouvrage dont on reparlera parce que je vous réinviterai pour traiter de la série qui doit sortir sur France 2 à la fin de l'année 2021, Les mondes extraordinaires de Jules Verne, toujours chez Armand Collin. Alors aujourd'hui, Nicolas, je vous ai fait venir pour évoquer une famille centrale dans l'intrigue à la fois des romans et de la série Game of Thrones, c'est la famille des Stark. On va filer aujourd'hui vers le nord et justement peut-être voir quel est le rôle de cette famille dans la série. Alors pour commencer peut-être, sans que ce soit fastidieux, mais je pense que c'est important, présentez-nous s'il vous plaît Nicolas, cette famille elle-même, ces personnages, qui ils sont, et on va voir aussi donc du coup leur rôle dans l'intrigue de la série. Oui, alors les Stark, effectivement, sont l'une des vieilles familles de Westeros. C'est une famille très ancienne qui a une particularité, c'est qu'elle dirige un territoire qui est extrêmement vaste, qui est le territoire effectivement du Nord, et qui a donc un certain nombre de liens avec ce qui se trouve au-delà du mur, les Sauvageons, puisque les Stark ont quand même des rapports avec cette catégorie de population. C'est à la différence
d'autres royaumes de cet univers où là, on n'accorde pas nécessairement beaucoup d'importance à ce qui se trouve au-delà du mur ou aux populations qui se trouvent au-delà du mur. Les Stark, par contre, ont toujours eu un certain contact, un certain rapport, effectivement, avec ce territoire qui est nimbé de bien de mystères. Dans la série et dans les romans Game of Thrones, donc on suit la famille Stark qui est composée des membres suivants. On a tout d'abord Ned Stark, donc qui est le père de famille et qui dirige ce territoire-là, qui a une importance assez grande dans la première saison et dans le premier tome, puisqu'il devient main du roi Baratheon, puisque ce sont deux hommes qui ont eu un riche passé commun, puisque tous les deux ont contribué à la fin du règne du roi fou, Aerys Targaryen. Ned Stark a épousé Catelyn Stark, qui initialement est une Tully, donc qui appartient à un autre royaume. Mais Catelyn Stark a cette particularité-là, elle le dit d'ailleurs de façon assez claire dans les romans, de se sentir maintenant pleinement Stark. C'est-à-dire que même si elle vient d'une culture et d'un territoire qui sont tout à fait différents de celui des Stark, elle a fini par adhérer pleinement à leur vision du monde, à leur rapport au monde, puisque dans Game of Thrones, chaque famille a un statut particulier, un rapport au monde qui est différent, qui est lié en grande partie à la culture. Et puis, on a également dans cette famille plusieurs enfants. Donc, Robb Stark, qui par un certain nombre d'aspects est le double de son père, lui ressemble beaucoup, notamment en ce qui concerne ce sens de l'honneur, une certaine également naïveté que l'un et l'autre vont payer de leur vie, sans doute parce que leur moralité empêche en un sens un certain pragmatisme qui leur serait pourtant très utile. On a ensuite bien sûr les autres enfants Stark, Sansa qui est donc une jeune femme que l'on peut dans un premier temps considérer comme la princesse type des contes de fées et puis qui va par la suite beaucoup évoluer, qui va justement abandonner l'amour au profit finalement d'une appétence pour la politique, donc un parcours de vie qui est assez saisissant. On a Arya qui, elle, est l'opposé de sa sœur, donc elles sont pratiquement représentées ici comme le jour et la nuit, presque deux opposés, puisque Arya ne s'intéresse pas du tout à la question de l'amour et au contraire voudrait, elle, pouvoir consacrer l'ensemble de ses journées au combat, à la bataille. Elle regrette d'ailleurs que le sort des femmes dans le monde qui est le sien ne lui permette pas de se livrer pleinement à cet objectif-là, à cette ambition, et elle ne souhaite surtout pas devenir une dame, ce qui est pourtant le projet principal de sa sœur Sansa. Et puis, on a donc deux enfants au début de la série, deux plus petits, avec donc Bran qui va avoir un parcours absolument fascinant, puisque dans un premier temps, donc c'est un enfant assez énergique, assez espiègle, mais qui va, à cause de Jaime Lannister, eh bien, devenir handicapé, infirme, qui ne pourra plus du tout se servir de ses jambes, mais qui va malgré tout vivre des aventures absolument incroyables. Et c'est un personnage très original de ce point de vue-là, puisque son infirmité, normalement, devrait l'opposer totalement à la notion de l'aventure. Or, il va en vivre un nombre très grand. Il va avoir un parcours formidable, puisque c'est lui qui, à la fin de la série, dirigera non seulement les 7 royaumes, mais également c'est lui qui parviendra, par les qualités qui sont les siennes, à s'extraire en quelque sorte de l'humanité en devenant la corneille à 3 yeux. Son frère Rickon, c'est finalement de tous les Stark celui que l'on évoque le moins. Il est surtout là pour montrer à quel point les Stark finalement est une famille qui est associée à la question de la tragédie, puisque Rickon donc va être pendant longtemps le prisonnier de Ramsay Bolton, et Ramsay Bolton eh bien, va exécuter Rickon devant Jon Snow, dont je vais vous parler maintenant. Et donc son rôle principal ici est de montrer non seulement que les enfants dans cette série ne sont malheureusement pas épargnés par le mal, par la tragédie. Et puis c'est une manière aussi, il incarne le fait que la famille Stark est fondamentalement une famille tragique, une famille qui connaît un nombre assez important de malheurs au cours de la série.
Le dernier membre que l'on peut évoquer ici, c'est Jon Snow. Jon Snow est un Stark. Au début, en tous les cas, il nous est présenté comme le fils de Ned et l'on apprend par la suite que ce n'est pas le cas. Donc, il serait le fils illégitime de Ned Stark, d'où son nom de Snow, puisque quand il y a un enfant illégitime dans cette région de Westeros, on lui donne le nom de Snow, de la même manière qu'on donne le nom de Sand, par exemple, qui désigne le sable lorsque l'on est un enfant illégitime à Dorne. Et donc, Jon Snow, on apprend par la suite qu'il est bel et bien un Stark, mais d'une autre façon, puisque il est le fils de la sœur de Ned Stark et surtout le fils d'un Targaryen, donc le fils du roi fou. Et ce qui est intéressant dans le cas de Jon Snow, c'est que par contre, tout en étant considéré comme un enfant illégitime, comme quelqu'un qui devrait normalement être un peu à la marge de cette famille, il est pleinement impliqué dans celle-ci. Il est peut-être le plus nordien de tous. Il a un attachement viscéral au nord, ce qui sera également le cas par la suite de Sansa. Mais Sansa n'a pas cet attachement-là au tout début de la série. Et donc, voilà, on a ici une famille qui est un peu à l'image de la série, à savoir qu'on trouve en celle-ci une extrême diversité. Il y a un nombre très important de différences entre les membres de cette famille, et pour autant, ce qui sans doute fait qu'il y a un vrai attachement de la part des spectateurs à leur sujet, c'est que déjà cette différence permet plus facilement l'identification. On peut assez aisément s'identifier à tel ou tel personnage tant ils sont différents. Et ce qui est émouvant également avec cette famille, c'est que malgré ces différences-là, il y a un amour très fort qui existe entre les parents et les enfants et entre les enfants eux-mêmes. Même Arya et Sansa, qui initialement ont tendance à s'opposer, ensuite ont une véritable relation d'affection et leurs retrouvailles d'ailleurs sont d'après moi un des moments forts de la série. Dans la série, les Stark, Nicolas Allard, se sont irrémédiablement associés à la région, vous l'avez dit en introduction, qu'ils administrent, dont ils sont les gérants, et on va voir, et on reverra vers la fin, dont ils requièrent le titre de King of the North, de roi des Nords. C'est cette région, cette fameuse très grande région dans la géographie de Winterfell, qu'est le Nord sur Westeros. Là, oui, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement dessus, sur cet espace limité, vous l'avez dit, au nord par un mur, hein, par un mur de glace essentiellement, qui justement sépare Westeros de ce fameux espace peuplé de sauvageons. Oui, cette région du Nord est très importante pour que l'on puisse bien comprendre les spécificités des Stark, parce que j'ai rappelé effectivement qu'il y avait de grandes différences entre les différents membres de cette famille, mais pour autant, ils ont un certain nombre de caractéristiques communes, et l'une de leurs caractéristiques communes est justement leur résistance mentale, leur grande force mentale, qui leur permet finalement de surmonter bien des épreuves. Parce que si l'on regarde leur parcours individuel, sauf erreurs qu'ils peuvent commettre, c'est le cas avec Robb qui va le payer de sa vie ou avec Ned Stark, ils ne meurent jamais dans des conditions où un obstacle qui leur est proposé leur semble insurmontable. Arya, Sansa, Jon Snow ou encore le jeune Bran sont tous capables, en un sens, de surmonter les différentes épreuves, les différentes difficultés qui leur sont proposées. Et c'est justement une des caractéristiques de leur région. On sait notamment que lorsque les Targaryens ont cherché à conquérir Westeros, ils ont éprouvé plus particulièrement de difficultés dans le nord, avec justement le roi du Nord, parce qu'ils savaient ici qu'ils se confrontaient effectivement à une population qui était assez forte, dont le climat avait pu influencer en quelque sorte le rapport au monde. Et c'est très perceptible effectivement chez l'ensemble des Stark. Cette région du Nord, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une région qui nous semble en grande partie inhospitalière. L'hiver dure quand même un certain temps, fait vraiment partie des mœurs de cette
population. Et pour autant, les Stark aiment le Nord. Les Stark n'ont pas un plaisir à s'envisager ailleurs. D'ailleurs, quand Ned Stark, dans la série, se voit demander d'être la main du roi, celui-ci ne perçoit pas cette demande comme finalement une promotion, comme quelque chose de positif. Bien au contraire, il a un véritable regret à quitter sa famille, sa région, et il le fait essentiellement par amitié pour le roi Baratheon. Les Stark donc ont cet attachement viscéral-là, notamment parce que ce sont également une famille qui est très proche de la nature. On le voit justement avec leur blason où se trouve donc ce loup géant et le fait qu'au début de la série d'ailleurs comme un symbole, les enfants Stark vont eux-mêmes avoir un loup qui va leur être attribué avec lequel des relations assez fortes vont s'établir, des relations d'affection qui sont tout à fait émouvantes. Et c'est donc une famille qui apprécie pleinement de se trouver au nord, une région qui finalement est encore assez proche de la nature, qui n'est pas si civilisée que cela, si policée que cela. C'est ce qui explique également la relative compréhension que l'on peut observer dans la série entre les Stark et les Sauvageons. C'est la raison pour laquelle Jon Snow parvient si facilement à se faire accepter des Sauvageons et qu'il a également cette capacité à se faire aimer d'eux et aimer de l'une d'entre eux, à savoir Ygritte, qu'il aime lui-même d'un amour réciproque. C'est parce que les différences ne sont pas si fortes. On pourrait mobiliser ici le fameux mythe du bon sauvage qui existe en littérature en ce qui concerne les sauvageons, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui certes peuvent sembler par certains aspects peu civilisés, mais qui par contre, grâce à leur proximité avec la nature, ont conservé une certaine franchise, ont conservé une certaine pureté que l'on va retrouver en partie chez les Stark, puisque les Stark, effectivement, c'est une de leurs grandes différences avec les Lannister, ont une relative pureté morale que l'on ne perçoit pas de façon aussi évidente dans l'autre famille. Les qualités sont présentes chez les Stark comme chez les Lannister, mais sans doute la région dans laquelle les Stark vivent est une région qui va les amener justement à être assez proches de ce mythe du bon sauvage, à garder une certaine pureté morale. On le voit également au fait que ce sont des êtres d'action. Dans le mythe du bon sauvage, on considère que le rapport, la proximité avec la nature garantit un esprit sain, mais également un corps sain, que l'on se livre à un certain nombre d'activités physiques du fait de cette proximité avec la nature et que cela est tout à fait positif. On le voit effectivement ici au fait que la grande majorité des Stark sont quand même des individus qui aiment privilégier une certaine forme d'action, à l'exception peut-être de Sansa, mais Sansa a quand même un parcours qui va l'amener à connaître un certain nombre d'aventures, et face à ces aventures-là, elle ne montre pas du tout une incompétence, bien au contraire, elle va réussir à survivre, alors même qu'il y a bien des éléments qui auraient pu la détruire de l'intérieur. En ce qui concerne également cette région du Nord, on peut rappeler les très bons rapports que les Stark ont avec la population. La population aime profondément la famille Stark, ce qui est loin d'être aussi évident dans d'autres régions de Westeros, où là c'est plutôt une domination par la crainte ou alors par l'argent que l'on peut constater. Et là, donc, il y a une sorte d'osmose entre cette famille, sa région, la population de cette région, la faune de cette région, ce qui fait d'ailleurs que au début du roman comme au début de la série, finalement, la situation des Stark nous paraît presque idyllique, presque utopique. C'est comme si l'on était face à une micro-société qui était tout à fait autonome et qui appréciait justement de se trouver à l'écart du monde. C'est d'ailleurs ce qui explique les velléités ensuite d'indépendance, d'autonomie, que l'on perçoit déjà un petit peu au moment où justement le fils aîné ici, Robb, va décider eh bien, de s'attaquer au pouvoir central. S'il est si facilement suivi par la population du Nord, c'est que la population du Nord ne voit pas pourquoi elle devrait obéir à un roi du Sud, très éloigné finalement des préoccupations qui peuvent exister au nord de Westeros. Et puis ensuite, cette velléité-là, elle est tout à fait perceptible et elle finit d'ailleurs par aboutir à un résultat concret dans le cas de Sansa.
Vous venez de l'évoquer, hein, le Nord est un territoire spécial, spécifique, hein, avec son climat, avec son hiver qui dure longtemps, avec cette phrase, hein, qui est devenue culte, Winter is coming. Et puis, on a au cœur de ce royaume, presque à mi-chemin entre le Sud et le Nord, on a la capitale, Winterfell, donc une capitale qui est le repère des Stark, la tanière du loup, comme elle est parfois aussi appelée. Et pourtant, cette capitale, il va s'y jouer de nombreuses intrigues. C'est là qu'il va y avoir lieu la bataille finale face aux marcheurs blancs qui dévalent sur Westeros. Et puis c'est aussi le lieu où, pendant toute une saison, ce n'est plus le repère des Stark puisqu'ils ont été détrônés par les Bolton. Et les Bolton, avec leur bannière de l'écorché, ils règnent et ils font régner la terreur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville, Nicolas Allard? Oui, Winterfell, c'est vraiment un lieu fascinant dans Game of Thrones. D'ailleurs, dans le générique de la série, à chaque fois, Winterfell est bien mis en valeur. On sent que c'est vraiment un espace essentiel. On le voit d'ailleurs au fait que la série commence vraiment au nord, alors au-delà du mur, mais très vite, on s'intéresse effectivement aux premiers événements qui ont lieu à Winterfell, avec l'arrivée du roi qui va précisément demander à Ned de devenir sa main. Et le cadre de Winterfell a une vraie importance diégétique puisque c'est là effectivement que les marcheurs blancs vont subir leur défaite. Dans mon essai d'ailleurs, qui était sorti juste avant la dernière saison, j'avais établi cette hypothèse-là qui s'était vérifiée, à savoir que le nom même de Winterfell pouvait indiquer justement cette chute de l'hiver, cette défaite de l'hiver que les marcheurs blancs incarnent, ce que l'on voit très bien dans la série. C'est un lieu effectivement qui est associé ici de façon très forte aux Stark, au point que il considère finalement Winterfell non pas simplement comme une place forte, comme vous l'avez rappelé, mais aussi comme une maison, leur maison, presque un personnage à part entière de la famille, ce qui fait que Winterfell, il est inconcevable pour les Stark d'abandonner ce territoire-là et que l'on voit bien justement que cette entreprise de reconquête de Winterfell est absolument essentielle dans l'esprit de Jon Snow lorsque il affronte les Bolton. C'est un espace qui justement reste toujours associé à la famille Stark parce que lorsque les Bolton y sont, ils ne vont pas justement pouvoir diriger cet espace de façon aussi harmonieuse, aussi apaisée que les Stark avaient pu le faire précédemment. Il n'y a plus ici cette harmonie, cette confiance mutuelle entre la population et la famille régnante. Au sujet de Winterfell également, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit très certainement de la place forte la plus emblématique de la série Game of Thrones, puisqu'on la voit très régulièrement à l'écran. Dans les romans, on en parle également de façon très récurrente, alors même qu'elle aurait pu avoir un vrai concurrent en la présence de Castral Rock, le fief des Lannister, que l'on ne voit que très rapidement dans la série, qui peut être évoqué de temps en temps, mais que l'on voit assez peu. Il y a une volonté ici de promouvoir Winterfell, sans doute de la part de George Martin, pour valoriser cette famille Stark, dont on sait qu'il a une affection particulière pour celle-ci, et puis également pour montrer que il ne faut pas négliger les enjeux qui se passent au nord et notamment au-delà du mur, puisque Winterfell est effectivement la première place forte sur la progression qui va se trouver sur la progression des marcheurs blancs, qui va se trouver sur leur chemin. Et effectivement, si Winterfell n'était pas présente, on pourrait finir par oublier un petit peu cet enjeu-là, puisque si on parlait beaucoup, par exemple, de Port-Réal ou de ce qui se passe en Essos, qui sont donc des territoires plutôt associés au sud, dans lesquels il n'est pas question justement d'un climat difficile, dans lequel peuvent s'épanouir les marcheurs blancs, on aurait tendance à perdre de vue cet enjeu. Donc Winterfell, c'est bien sûr pour montrer à quel point les Stark sont essentiels dans la série, mais c'est également parce que on veut ne pas faire perdre de vue aux spectateurs ou aux lecteurs dans le cadre des romans que l'un des enjeux les plus importants va consister à trouver une solution face à cette menace qui est celle des marcheurs blancs.
On peut également dire que Winterfell a une autre particularité, c'est que c'est un espace qui est associé beaucoup à une forme de rêverie. C'est là où on trouve la vieille Nan qui va raconter tout un tas de contes qui semblent parfois invraisemblables, qu'elle estime être véridiques, être plutôt des contes historiques, des récits qui auraient part avec le passé de cette région. Et c'est vrai que c'est à Winterfell que l'on commence peu à peu à se projeter vers un certain nombre de réflexions qui seront liées à la magie, que ce soit effectivement la magie des marcheurs blancs, la magie de la corneille à trois yeux. C'est une région qui facilite justement cette possibilité pour le lecteur ou le spectateur d'adhérer ensuite pleinement à l'univers magique qui va être représenté dans l'intrigue. Nicolas Allard, on parle aujourd'hui dans cette émission des Stark et les Stark, vous l'avez dit, on les suit véritablement, tous les personnages et puis notamment les plus jeunes, puisque c'est vrai que on a évoqué ça avec Florian Besson dans l'émission sur la violence. On se rend compte que finalement, on croyait que Ned Stark allait être un des héros et puis il meurt à la fin de la première saison. Donc un des héros est sacrifié et puis ce sont les plus jeunes qui prennent la place. Catelyn reste là jusqu'aux noces pourpre. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la place de leur famille dans la narration et se poser peut-être une question, en tout cas moi je vais vous la poser, est-ce qu'on peut dire finalement que dans les différents combats entre les grandes familles de Westeros pour le trône de fer, ou en tout cas pour la domination, est-ce que ce sont les Stark les grands vainqueurs de la série, Nicolas? Oui, c'est une très bonne question et justement, plusieurs fans se sont interrogés à la fin de la série. Est-ce que ce sont les Stark qui l'ont emporté ou pas? Alors avant d'y répondre, on peut déjà effectivement parler de leur place dans la diégèse, dans l'intrigue qui nous est proposée. Leur place est absolument centrale puisque plusieurs personnages des Stark, de la famille Stark, sont tout d'abord des personnages chapitres dans les romans. C'est le cas de Jon Snow, c'est le cas d'Arya, c'est le cas de Sansa, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est le cas de Ned également au début. Et donc, ce sont des personnages qui sont mis en valeur par les romans et qui vont être également mis en valeur par la série. Il faut d'ailleurs simplement rappeler ils sont forcément importants dans l'intrigue parce qu'ils sont déjà tout d'abord assez nombreux, que ce soit que l'on tienne compte des parents ou de leurs enfants. Alors certes, un certain nombre de Stark vont mourir, mais par exemple, dans les romans, ce que la série ne montre pas, le personnage de Catelyn est ressuscité, elle devient Lady Cœur de Pierre, et donc même mort, les Stark, en un sens, continuent à être actifs dans le récit, ce qui est assez intéressant. Ce qui montre également leur importance, c'est qu'ils sont les principaux antagonistes des Lannister. Il fallait finalement, pour une sorte d'équilibre des pouvoirs dans le cadre de l'intrigue, eh bien, proposer une famille qui soit capable, par ses valeurs, mais également par sa force, de s'opposer assez régulièrement aux Lannister. Et les Stark, ici, sont effectivement, par bien des aspects, leur parfait opposé, même si un dialogue va être possible entre les deux familles et on va constater, à mesure que la série va avancer, un certain nombre de rapprochements, ne serait-ce que le mariage entre Tyrion et Sansa. Certes, c'est un mariage arrangé, mais les deux personnages, finalement, face à cette situation qui les dépasse et qu'ils vont réprouver, vont réussir à trouver un certain terrain d'entente et vont s'apporter finalement une aide mutuelle dans une situation qui était loin d'être évidente pour l'un et l'autre. Les Stark dans la série également sont très importants parce que ils vont permettre d'aborder plusieurs thématiques, plusieurs réflexions. On a notamment plusieurs réflexions d'ordre spirituel, voire philosophique, avec le parcours de Sansa. Sansa suit vraiment un chemin initiatique en se rendant en Essos, en devenant une sans visage. On a des réflexions également qui sont presque métatextuelles sur cet univers de fantaisie et sa violence avec
le personnage de Sansa. Le personnage de Sansa va effectivement devenir, à mesure qu'elle avance dans son parcours personnel, un personnage qui va être plus lucide, plus clairvoyant par rapport à cette réalité. Et puis, parmi les autres thématiques, il y a la thématique également de la place de la morale dès l'instant où l'on exerce des fonctions politiques. Ned, comme son fils Robb, sont victimes justement d'une forme de naïveté, et Kathleen, elle, va être beaucoup plus pragmatique, plus prévoyante, et va justement montrer être presque une sorte de modèle qui ne sera malheureusement pas suivi, un modèle qui consisterait à exercer la politique de façon morale, tout en étant capable, par contre, d'une vraie vigilance vis-à-vis d'adversaires politiques qui peuvent être nuisibles. Voilà. Et puis, bien sûr, on va avoir toute la thématique de l'aventure et du merveilleux qui va être représentée par le parcours de Bran et Rickon euh, au-delà du mur. Alors, surtout dans le cas de Bran, puisque Rickon va assez tôt disparaître de l'intrigue. Et puis, bien sûr, le parcours de Jon Snow avec une véritable renaissance. Je parlais tout à l'heure de Lady Cœur de Pierre, donc de la possibilité de faire revivre Catelyn Stark. Eh bien, dans la série, Jon Snow renaît après avoir été trahi par une partie de la garde de nuit. Et d'après moi, c'est vraiment la démonstration que les Stark sont essentiels à l'intrigue et que l'on peut, en un sens, difficilement se passer d'eux. Il faut noter d'ailleurs que le traumatisme représenté par les Noces pourpres provient du fait que le personnage de Robb Stark était un personnage apprécié, de même que sa mère Catelyn. Et on perçoit bien, aussi bien dans les romans que dans la série, qu'il y a une sorte de vide qui se crée dès l'instant où ces deux personnages disparaissent. Et sans doute le vide aurait-il été trop important si le personnage de Jon Snow avait lui aussi disparu de façon définitive. Justement, je crois que les Stark, ce qu'ils nous permettent également de comprendre, et c'est une thématique absolument centrale, c'est que personne n'est épargné dans cet univers. Même ceux qui pourraient nous sembler être les personnages héroïques peuvent disparaître soit de façon précoce avec Ned Stark, soit de façon inattendue avec Robb et Catelyn Stark. Et puis, c'est également des personnages qui vont nous montrer que l'enfance elle-même n'est pas épargnée dans cet univers, puisque finalement, les différents enfants Stark sont confrontés à un certain nombre d'horreurs très tôt dans leur existence. Sansa et Arya assistent en direct à l'exécution de leur père. Dans la série, Sansa est victime des mauvais traitements de Ramsay Bolton. On peut même dire qu'elle est victime d'un viol au moment de sa soirée de noces. Voilà, Arya est confrontée à la cécité. Au-delà du mur, Bran, lui, va constater à quel point la situation est dangereuse, périlleuse pour l'ensemble de l'humanité, puisqu'il voit très concrètement à quel point les marcheurs blancs sont un problème que l'on doit considérer avec sérieux. Et là où George Martin a été finalement très audacieux, c'est justement d'associer aussi fortement les enfants à la question de l'aventure. Dans les romans d'aventure précédents, les enfants pouvaient effectivement se trouver confrontés aux aventures, mais ils étaient toujours accompagnés d'adultes. Donc, ils n'étaient pas immédiatement les victimes d'un certain nombre d'horreurs ou de sévices. Hein, par exemple, dans l'île au trésor, le personnage de Jim Hawkins est accompagné d'adultes et d'adultes qui sont bienveillants, qui peuvent représenter des figures d'autorité, des mentors pour lui. Dans certains romans de Jules Verne, comme par exemple Les enfants du capitaine Grant, ces enfants qui vont à la recherche de leur père, eh bien, les enfants sont accompagnés dans les aventures de plusieurs adultes et des adultes qui sont compétents justement pour mener à bien ces aventures. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les enfants Stark, ils sont livrés à eux-mêmes et là, c'est une vraie originalité, une manière de réécrire le roman d'aventure de façon audacieuse, mais sans que ce soit purement gratuit, puisque ici, ça va de pair avec la démonstration que cet univers est dangereux, que cet univers est violent. Alors, pour répondre à à la question que vous m'avez posée, à savoir est-ce que les Stark sont victorieux à la fin du récit?
Je pense qu'on peut considérer que c'est plutôt le cas, effectivement. Déjà parce que l'un d'entre eux se retrouve sur le trône de fer, ce qui n'était pas absolument évident. Déjà parce que leur situation s'est beaucoup dégradée à mesure que la série avançait, notamment dans les premières saisons ou dans les premiers tomes des romans. Et puis ensuite parce que y en avait-il véritablement un parmi eux qui avait une forte appétence pour le pouvoir central? C'est très discutable. Même Robb, lorsqu'il s'oppose effectivement au pouvoir de Geoffrey Baratheon, il est très difficile d'admettre, si on regarde la série ou si on lit les romans, qu'il veuille impérativement devenir le roi des sept couronnes. Il veut plus ici permettre au Nord d'obtenir une indépendance, mais on ne sent pas chez lui la volonté de dominer absolument l'ensemble des sept royaumes. Donc déjà, c'est une démonstration de leur réussite, puisque certes, Bran maintenant a un statut assez particulier. Il est finalement au-delà de l'humanité, au-delà même de la question de la famille. Il fait preuve d'une certaine insensibilité qui peut être assez troublante d'ailleurs dans la dernière saison. Pour autant, il n'en reste pas moins un Stark, et donc les Stark ici sont promus. Ils le sont également d'une autre façon, puisque Sansa permet à la région du Nord de devenir indépendante, et l'on assiste d'ailleurs à son couronnement. Visuellement d'ailleurs, c'est assez marquant de voir que on assiste davantage à son couronnement qu'à celui de Bran à la fin de la série, et elle est pleinement par contre une Stark. On peut même penser qu'elle le sera indéfiniment, puisqu'elle ne semble pas ici vouloir nécessairement faire une alliance avec une autre famille, se marier, perdre son nom Stark. On voit bien qu'elle veut diriger par elle-même et que finalement, sa maternité à elle ne sera pas d'avoir des enfants comme sa mère Kathleen, mais plutôt de diriger tous ces enfants qui sont les Nordiens et pour lesquels elle a une profonde affection. En ce qui concerne Arya, Arya finalement a le destin qu'elle souhaitait. Finalement, ce qui manquait à Arya au début de la série ou des romans, c'était d'être libre, plus même que de pouvoir se livrer au combat. Et la dernière fois que l'on voit Sansa dans la série, elle embarque sur un bateau, elle s'apprête à partir à l'aventure. Et l'aventure, c'est précisément la démonstration de notre liberté. Le grand philosophe français Jean Kelevitch s'est beaucoup intéressé à la question de l'aventure et il montre justement que l'aventure, c'est ce qui nous différencie de l'ensemble du règne animal parce que c'est un choix libre de notre part. Ce n'est pas quelque chose qui est associé fondamentalement à un impératif, comme nous pouvons en avoir plusieurs dans nos vies respectives. L'aventure, c'est la démonstration de notre liberté, même si bien sûr, ça suppose de se confronter au danger. Et puis enfin, pour Jon Snow, il a la vie qu'il souhaitait. Finalement, certains ont été déçus que ce ne soit pas lui qui monte sur le trône, parce que c'est vrai qu'il en aurait eu la légitimité. Il est le fils de Rhaegar Targaryen. Il est également un Stark par sa mère, donc on pourrait se dire qu'ici, il est le fruit de l'amour entre deux personnages qui représentent deux très grandes familles de la saga. Et par ailleurs, les différentes aventures qu'il a pu vivre lui ont donné une certaine sagesse, lui ont permis de comprendre que le plus important était de mettre en avant les intérêts collectifs plus que les intérêts individuels. La preuve, c'est qu'il va tuer la femme qu'il aime, Daenerys, en vue de faire respecter ce bien commun. Mais finalement, le voir monter sur le trône aurait peut-être été une bonne chose pour les habitants de Westeros, mais une mauvaise chose pour lui-même, parce que lui aussi était pris de liberté. Comme je le disais au début de ce podcast, c'est celui qui est sans doute le plus nordien de tous, parce qu'il a ce rapport au nord qu'il aime depuis quasiment le début. C'est pour cela aussi en partie qu'il va accepter d'être un membre de la garde de nuit, qu'il ne va pas considérer que ce destin au-delà du mur est un destin qui est forcément négatif. Et finalement, lui est favorable sans doute à ce mythe du bon sauvage dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, la vie la meilleure, c'est sans doute une vie en proximité de la nature, loin de l'ambition, loin de la civilisation et des vices que celle-ci peut faire naître, que celle-ci peut susciter.
et le dénouement où on le voit justement repartir avec son loup et gagner les régions du Nord, c'est sans doute la plus belle fin qui était possible pour ce personnage. Donc les Stark sont sans doute victorieux à la fin de la série, tout d'abord parce qu'ils exercent le pouvoir très concrètement, que ce soit par Bran ou par Sansa. Et également, ils sont victorieux dans le sens où ils ont tous un destin qui correspond finalement à leur idée du bonheur. Bran est peut-être simplement le seul qui est détaché de cette question du bonheur. Il est au-delà de cela maintenant, mais il a une fonction qui, par contre, correspond à ce qu'il est devenu fondamentalement. On imagine mal Bran, par exemple, s'adonner à une vie de plaisir, fonder une famille, sachant que maintenant il est très détaché de l'humanité. Donc je crois que vraiment c'est cela, et d'ailleurs visuellement, pour ce qu'il souhaiterait, si on regarde bien les dernières images de la saison, tout est focalisé sur les Stark. On cherche vraiment à nous montrer ce qu'il advient de chacun d'entre eux, comme si finalement on voulait montrer que cette série, c'était aussi celle des Stark. Et comme je le disais tout à l'heure, cette difficulté, cette incapacité à faire totalement mourir les Stark, on les fait quand même un peu mourir pour rappeler l'univers tragique de la série, mais on ne parvient pas à tous les tuer. Catelyn Stark revient dans les romans sous une autre identité, mais elle revient. Jon Snow est ressuscité dans la série. C'est peut-être une manière de montrer que Game of Thrones, c'est bien effectivement l'histoire aussi d'une famille avant toutes les autres. Ce n'est pas la famille Lannister, ce n'est pas la famille Targaryen, ce serait, d'après moi, la famille Stark. Merci beaucoup, Nicolas Allard, pour la présentation de cette famille centrale dans la narration sérielle, à la fois des romans et de la série Game of Thrones, donc les Stark. Vous avez fourni une petite bibliographie indicative pour aller plus loin. Donc, on retrouve sur notre site internet, à la page de l'émission, donc histoireensérie.com. Et puis, vous trouverez le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter, comme toujours, sur notre partenaire nonfiction.fr. Nicolas Allard, merci beaucoup d'avoir participé à cette série d'émissions, à travers cette émission très riche sur la famille Stark, et j'espère à bientôt pour une autre série. Merci beaucoup.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful blood.